Chapitre 14. Un de nous? Une légère pause, au cours de laquelle sembla déferler dans la pièce une vague d'horreur. Pour la première fois, à ce moment, je prêtai crédit à l'hypothèse du docteur Reilly. J'eus l'impression nette que l'assassin se trouvait parmi nous, dans cette salle à manger, et en train d'écouter. Un de nous. Sans doute Madame Mercado en eut-elle également l'intuition, car elle poussa un petit cri aigu. « C'est plus fort que moi, » sanglota-t-elle. « C'est terrible. »« Courage, Mary, » dit son époux. Il nous regarda en manière d'excuse. « Elle est si sensible, » ajouta-t-il. « Elle prend tellement les choses à cœur. »« J'aimais tant Louise, » soupira Madame Mercado. Je ne sais si mes sentiments se trahirent sur mes traits, mais je m'aperçus soudain que M. Poirot me dévisageait et que ses lèvres esquissaient un sourire. Je lui répondis par un regard froid, et aussitôt il reprit l'interrogatoire. « Veuillez me dire, madame, de quelle façon vous avez passé l'après-midi d'hier ?»« Je me suis lavé la tête, » pleurnicha Madame Mercado. « C'est affreux de penser que, pendant ce temps, je vaquais à mes occupations, toute joyeuse, sans rien soupçonner. »« Vous vous trouviez dans votre chambre ?»« Oui. »« Vous n'êtes pas du tout sorti ?»« Non, pas avant l'arrivée de la camionnette. Le bruit me fit quitter ma chambre, et j'appris tout ce qui venait de se passer. Oh, que c'est affreux !»« En avez-vous été surprise ?» Madame Mercado cessa de gémir et ouvrit des yeux fulgurants de colère. « Monsieur Poirot, que dites-vous? Insinueriez-vous que... » « Ce que je dis, madame, simplement que, d'après vos déclarations, vous aimiez beaucoup madame Leitner, et qu'elle a pu vous faire des confidences. »« Ah, je comprends. Non, cette chère Louise ne m'a jamais rien confié, du moins rien de précis. J'ai remarqué sa nervosité et son air inquiet. En outre, elle racontait des faits étranges, des mains frappant à sa fenêtre, que sais-je encore. »« Des imaginations, dites-vous » avançai-je, incapable de garder davantage le silence. Je constatai avec satisfaction son embarras soudain. Une fois de plus, M. Poirot lança dans ma direction un coup d'œil amusé. Il résuma d'une façon méthodique. « Ce qui revient à dire, madame, que vous vous laviez les cheveux, que vous n'avez rien vu, ni rien entendu. Vous souvenez-vous de quelques détails capables de nous aider en quelque chose ?» Madame Mercado ne prit même pas le temps de réfléchir. « Non, pas le moindre détail. Pour moi, tout cela est bien mystérieux. Mais à mes yeux, un fait demeure certain. Le meurtrier est venu du dehors, c'est l'évidence même. » Poirot se tourna vers son mari. « Et vous, monsieur, qu'avez-vous à dire ?» Monsieur Mercado sursauta nerveusement. Il tira sur sa barbe d'un air gêné. Sans aucun doute, l'assassin venait de l'extérieur. Lequel d'entre nous aurait pu faire du mal à madame Leitner? Elle était si bonne, si aimable. Il hocha la tête. Celui qui l'a tuée était un monstre. Oui, un monstre. Et vous, monsieur, comment avez-vous passé l'après-midi d'hier? Moi? Il regarda dans le vide. Vous étiez dans le laboratoire, Joseph, lui souffla sa femme. Ah oui, en effet. J'accomplissais ma tâche habituelle. À quelle heure y êtes-vous allé? De nouveau, il sembla désemparé et interrogea sa femme du regard. À 1h moins 10, Joseph. Ah oui, à 1h moins 10. Êtes-vous sorti dans la cour? Non, je ne pense pas. Après une pause. Non, je suis sûr de ne pas être sorti une seule fois. À quelle heure avez-vous appris le drame? Ma femme est venue m'en informer. Cette affreuse nouvelle me révolta. Je ne pouvais pas y croire. Encore maintenant, j'ai de la peine à me figurer que c'est vrai. Soudain, il se mit à trembler. C'est horrible, horrible. Madame Mercado s'empressa auprès de lui. Oui, Joseph, nous sommes tous chagrinés, mais nous ne devons pas nous abandonner à notre douleur. N'aggravons pas la souffrance de ce pauvre docteur Leitner. Un spasme nerveux
contracta les traits du docteur, et Jean conçut que toutes ces démonstrations lui étaient pénibles. Il lança un regard vers Poirot, comme pour le supplier de poursuivre. « Miss Johnson, dit aussitôt le détective, je crains de ne pouvoir vous apprendre grand-chose. » La voix distinguée de la vieille demoiselle nous reposa après les intonations perçantes de madame Mercado. Elle continua. « Je travaillais dans la salle commune, prenant des impressions sur plasticine de cachets cylindriques. Et vous n'avez rien vu, rien entendu? » « Non, monsieur. » Poirot la fixa un instant des yeux. Tout comme la mienne, son oreille avait surpris dans la voix une faible indécision. « En êtes-vous bien certaine, mademoiselle? Un vague souvenir ne se représente-t-il pas à votre esprit? » « Non, vraiment non. »« Quelque chose que vous avez vu, du coin de l'œil, disons, à votre insu. »« Non, je vous assure. »« Alors quelque chose que vous avez entendu? » »« Oui, quelque chose que votre oreille aurait perçu, sans bien s'en rendre compte. » Miss Johnson émit un petit ricanement. « Vous insistez un peu trop, monsieur Poirot. On dirait que vous voulez me faire dire des choses qui n'existent peut-être que dans mon imagination. Alors, y aurait-il donc quelque chose dans votre imagination? » Miss Johnson répondit lentement, en pesant chacune de ses paroles. « Je me suis imaginé, depuis, qu'à un certain moment de l'après-midi, j'ai entendu un faible cri. J'ose même déclarer que j'ai véritablement entendu un cri. Toutes les fenêtres de la salle commune étant ouvertes, on y entend tous les bruits que font les indigènes travaillant dans les champs d'orge. Mais depuis, je me suis mise en tête que j'avais entendu crier madame Leitner. Je me reproche vraiment de n'avoir pas bougé. Qui sait? Peut-être serais-je arrivé à temps. » Le docteur Reilly intervint d'un ton autoritaire. « N'allez pas vous forger de semblables idées, dit-il. Pour moi, il ne fait aucun doute que le criminel a frappé madame Leitner, Leitner, dès qu'il a pénétré dans sa chambre. Elle fut certainement tuée sur le coup, sans quoi la victime aurait eu le temps d'appeler au secours et de pousser des cris. J'aurais peut-être donné l'alerte et contribué à faire prendre l'assassin, insista Miss Johnson. « À quelle heure cela s'est-il passé, mademoiselle? » demanda Poirot. « Vers 1h30 ? » « Oui, à peu près à cette heure-là. » Elle réfléchit un instant. « Cela concorderait bien, énonça Poirot pensif. « N'avez-vous pas entendu un autre bruit, d'ouverture ou de fermeture de porte, par exemple ?» Miss Johnson secoua négativement la tête. « Non, je ne me souviens d'aucun bruit de ce genre. »« Vous étiez assise à une table, sans doute. De quel côté étiez-vous tourné? Vers la cour? Vers la salle des antiquités? Du côté de la véranda? Ou de la campagne? » « J'étais assise en face de la cour. »« De l'endroit où vous vous trouviez, voyez-vous le boy Abdullah laver les poteries? » ?»« Oui, lorsque je levai les yeux, mais je portais toute mon attention sur mon ouvrage. » « Toutefois, si quelqu'un était passé sous les fenêtres de la cour, vous l'auriez remarqué. »« Oui, j'en suis presque certaine. »« Et vous n'avez vu personne? » ?»« Non. »« Et s'il était passé au milieu de la cour, vous en seriez-vous aperçu? » ?»« Je n'en sais rien. Peut-être que non. À moins qu'à ce moment précis, je n'eusse regardé par la fenêtre. »« Vous êtes-vous rendu compte que le jeune Abdullah avait quitté son travail pour rejoindre au dehors les autres serviteurs? » ?»« Non. » « 10 minutes, soupira Poirot. Ces funestes 10 minutes. Un court silence régna. Brusquement, Miss Johnson leva la tête et dit: « Sans le vouloir, monsieur Poirot, je crains de vous avoir induit en erreur. Après réflexion, je ne crois pas qu'il me soit possible d'avoir entendu, de l'endroit où je me trouvais, un cri provenant de la chambre de madame Leitner. La salle des antiquités est située entre ces deux pièces, et nous le savons, ses fenêtres étaient fermées. »« Quoi qu'il en soit, tranquillisez-vous, mademoiselle, » lui dit Poirot, avec bienveillance. « Ce détail n'offre guère d'importance. »« Non, bien sûr, je le sais, mais, voyez-vous,
Personnellement, j'y attache quelques portées, parce que j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Je vous en prie, ne vous tourmentez pas, chère Anne, lui dit le docteur Leitner, d'un ton affectueux. Soyez raisonnable. Vous avez sans doute entendu un paysan arabe appeler un de ses compagnons dans les champs. Miss Johnson rougit légèrement, devant la sollicitude du docteur envers elle. Des larmes jaillirent même de ses yeux. Puis elle détourna la tête et parla d'une voix plus rude que de coutume. Oui, sans doute, après un pareil drame, on se figure des choses qui ne sont jamais arrivées. Et une fois de plus, Poirot consulta son carnet. Nous approchons de la fin. Monsieur Carré? Monsieur Carré s'exprima lentement et d'un ton monotone. Je crains de ne pouvoir rien ajouter d'intéressant à ce que vous savez déjà. Je travaillais aux fouilles. La nouvelle me parvint à cet endroit. Et vous ne voyez rien qui se soit produit durant les journées précédant immédiatement le meurtre? Rien du tout. Monsieur Coleman? Je suis tout à fait en dehors de cette histoire, dit monsieur Coleman avec dans la voix peut-être une ombre de regret. Hier matin, je me suis rendu à Hassania, chercher l'argent nécessaire à la paye des ouvriers. À mon retour, Emmott m'apprit ce qui s'était passé, et je remontai en camionnette pour aviser la police et le docteur Reilly. Et auparavant? L'atmosphère était un peu troublée. Comme vous le savez, il y eut d'abord l'incident de la salle des antiquités, puis des têtes et des visages apparurent à la fenêtre. Vous en souvenez-vous, monsieur? Ajouta-t-il en s'adressant au docteur Leitner, qui acquiesça d'un signe de tête. À mon avis, vous ne tarderez pas à découvrir qu'un individu s'est introduit ici du dehors. Un type astucieux, s'il en fut. Poirot l'observa quelques instants en silence. « Êtes-vous anglais, monsieur Coleman ?» lui demanda-t-il enfin. « 100%, monsieur. Voyez marque de fabrique, garantie sans facture. »« C'est votre première saison ?»« Parfaitement, monsieur. Vous vous passionnez pour l'archéologie. » Cette question sembla causer à monsieur Coleman un certain embarras. Il rougit légèrement et lança au docteur Leitner le regard confus d'un écolier pris en faute. « Certes, cette science est intéressante, au plus haut point, balbutia-t-il. Toutefois, je n'en suis pas très féru. » Il s'interrompit et Poirot n'insista pas. Il tapota machinalement sur la table, à l'aide de son crayon, et ramena méticuleusement devant lui un encrier. Pour le moment, nous pouvons, je crois, nous en tenir là. Si quelqu'un par la suite se souvenait d'un détail qui lui aurait échappé durant ses préliminaires d'enquête, qu'il n'hésite pas à venir me consulter. Maintenant, je désirerais m'entretenir en particulier avec le docteur Leitner et le docteur Reilly. Ce fut comme un signal de lever la séance. Tous nous quittâmes nos sièges, et l'un après l'autre gagnâmes la porte. J'allais sortir à mon tour quand une voix me rappela. « Mademoiselle Litherhan, voulez-vous avoir l'obligeance de rester aussi ?» me demanda M. Poirot. « Votre présence peut nous être précieuse. » Je rebroussai chemin et repris ma place à la table. Chapitre 15. Poirot suggère une idée. Le docteur Reilly s'était levé, et quand tout le monde fut dehors, il referma la porte avec soin. Puis, après un coup d'œil à Poirot, il ferma une de ses fenêtres donnant sur la cour, et demeurait ouverte. Ensuite il se rassit, comme les autres. « Bien, dit Poirot. Nous sommes à présent en petit comité privé, et nous pouvons parler librement. Nous avons entendu ce que chaque membre de l'expédition avait à nous révéler, et... Mais dites-moi, ma sœur, à quoi songez-vous à cet instant? » Je me suis mise à rougir. Impossible de nier le fait. Ce drôle de petit bonhomme avait le regard pénétrant. Il voyait la pensée qui venait de m'effleurer. Peut-être mon visage exprimait-il trop clairement le fond de mon esprit. « Oh, ce n'est rien, » dis-je avec hésitation. « Allons, nurse. Ne faites pas attendre le spécialiste, » encouragea le docteur Reilly. Vraiment, ce n'est rien. Il me passait seulement par la tête l'idée que, si quelqu'un connaissait ou suspectait quelque chose, il lui était difficile de parler devant les autres, et particulièrement devant le docteur Leitner. À ma surprise, M. Poirot approuva d'un vigoureux mouvement de tête,
Absolument, absolument. Ce que vous dites là est très juste. Mais je vais vous donner mon explication. Cette réunion avait un but. En Angleterre, avant les courses, a lieu la présentation des chevaux. Ils défilent devant la grande tribune, afin que chacun puisse les voir et les juger. Voilà la raison de ma petite assemblée. En langage sportif, j'ai promené mes regards sur les partants probables. Le docteur Leitner s'écria violemment. Pas une minute je n'admettrai qu'un membre de mon expédition soit impliqué dans ce crime. Puis, se tournant vers moi, il me dit d'une voix autoritaire. Nurse, je vous serai reconnaissant de bien vouloir dire à M. Poirot exactement ce qui s'est passé entre ma femme et vous, voilà 2 jours. Obéissant à cette injonction, je débitai mon histoire, essayant autant que possible de me rappeler textuellement les termes employés par madame Leitner. Lorsque j'eus terminé, M. Poirot observa. Très bien, très bien. Je vous félicite de votre esprit clair et ordonné. Vous me rendrez ici de signaler service. Puis, s'adressant au docteur Leitner, avez-vous ces lettres? Oui, les voici. J'ai pensé que vous aimeriez aller voir avant tout. Poirot s'en saisit, les lut, en les étudiant méticuleusement. Je m'attendais à ce qu'il les saupoudrât et les examinât au microscope, mais je fus bien déçu. Je me rendis compte alors que cet homme n'était plus très jeune et que ses méthodes dataient quelque peu, car il se contenta de lire ces lettres comme un simple mortel. Sa lecture terminée, il les posa devant lui et tout sauta. Maintenant, dit-il, mettons de l'ordre dans nos idées. La première de ces lettres fut reçue par madame Leitner, peu de temps après son mariage avec vous en Amérique. Il lui en était parvenu d'autres, qu'elle avait détruites. La première lettre fut suivie d'une seconde, et quelque temps après, vous échappâtes tous les deux à une asphyxie par le gaz. Ensuite, vous voyageâtes à l'étranger, et pendant presque 2 ans ces lettres cessèrent. Puis, au début de votre saison ici, c'est-à-dire durant ces 3 dernières semaines, elles reparurent. Est-ce exact? Parfaitement exact. Voyant votre femme constamment en proie à une peur panique, vous avez cru devoir consulter le docteur Reilly et engager une infirmière, en l'espèce de Miss Litherham, pour tenir compagnie à votre femme et apaiser ses craintes. Oui, certains incidents se produisent. Des mains frappent à la fenêtre, une figure spectrale surgit derrière les vitres, des bruits nocturnes se font entendre dans la salle des antiquités. Vous-même n'avez été témoin d'aucun de ces phénomènes? Non. En réalité, madame Leitner en a été seul témoin. Le père Lavigny a vu une lumière dans la salle des antiquités. Oui, je ne l'ai pas oublié. Après un silence d'1 minute, il demanda. Votre femme laisse-t-elle un testament? Non. Pourquoi? Parce qu'elle ne le jugeait pas utile. Ne possédait-elle donc pas de fortune? Si, de son vivant, son père lui a légué une somme considérable, mais elle ne pouvait toucher au capital. À sa mort, cet argent devait revenir à ses enfants, si toutefois elle en avait. Si elle mourait sans enfants, comme c'est le cas, l'héritage devait passer au Pittstown Museum. Pensivement, Poirot tambourina sur la table. Ce qui nous permet d'éliminer dès maintenant un mobile du crime. S'il s'agit d'un meurtre, dès le commencement de l'enquête, je me pose cette question. Qui bénéficie de cette mort? Cette fois, c'est un musée. On eût été autrement. Si madame Leitner était morte, intestate, en laissant une grosse fortune, je vous aurais alors demandé quel est l'héritier, vous ou le premier mari. Pour que celui-ci fasse valoir ses droits à l'héritage, il lui faudrait ressusciter. Il courrait dès lors le grand risque d'être arrêté, bien que j'imagine cette peine de mort ne serait point appliquée si longtemps après la guerre. Mais nous n'avons pas à envisager pareille éventualité. Comme je vous le disais, je songe premièrement à la question d'intérêt. Secondairement, je soupçonne toujours le mari ou la femme de la victime. 3 choses plaident en votre faveur. D'abord, il est prouvé que vous n'avez pas approché de la chambre de votre femme dans l'après-midi d'hier.
Ensuite, le décès de madame Leitner, au lieu de vous enrichir, diminue votre fortune. Et en troisième lieu... Poirot s'interrompit. Et en troisième lieu, répéta le docteur Leitner. Eh bien, certaines attitudes ne me trompent guère, docteur Leitner. L'amour que vous éprouviez pour votre femme était la grande passion de votre vie, n'est-ce pas? Le docteur répondit simplement. Oui. Alors poursuivons, dit Poirot. Dépêchons-nous, ou nous n'en viendrons jamais à bout, observa le docteur Reilly avec impatience. Poirot lui lança un regard chargé de reproches. Mon ami, prenons notre temps. Dans un crime comme celui-ci, tout doit être envisagé avec ordre et méthode. Quelle que soit l'affaire qui m'occupe, je ne m'éloigne jamais de cette règle. Ayant écarté plusieurs éventualités, nous arrivons à un point très important. Il est essentiel de jouer carte sur table. Rien ne doit demeurer caché. C'est entendu, dit le docteur Reilly. Voilà pourquoi j'exige toute la vérité, poursuivit Poirot. Le docteur Leitner le regarda avec étonnement. Je vous assure que j'ai tout révélé, absolument tout ce que je savais. Je ne vous cache rien. Docteur Leitner, réfléchissez bien. Vous ne m'avez pas tout dit. Mais si, aucun détail ne m'a échappé. Il paraissait angoissé. Poirot hocha la tête. Vous ne m'avez pas expliqué, par exemple, pourquoi vous avez installé Miss Letterhan dans la maison. Le docteur Leitner parut décontenancé. Je vous l'ai déjà déclaré. La nervosité de ma femme, c'est peur. Poirot se pencha en avant d'un geste lent. Il leva et abaissa son index. Non, non et non. Il existe une autre raison. Votre femme court un danger, on la menace de mort. Vous faites venir non pas la police, ni même un détective privé, mais une nurse. Cela n'est pas clair. Je pensais... Le rouge lui montant aux joues, le docteur s'interrompit brusquement. Poirot l'encouragea. Ah, nous arrivons au fait. Que pensiez-vous? Le docteur demeurait silencieux. Vos déclarations me semblent jusqu'ici très plausibles, sauf cette question de la nurse. Pourquoi une nurse? Il ne saurait y avoir qu'une seule réponse. Personnellement, vous ne croyez pas votre femme en danger. Poussant un cri, le docteur Leitner s'effondra. Dieu me pardonne, murmura-t-il. C'est vrai, je ne la croyais pas en danger. Poirot l'observait avec la même attention qu'un chat surveillant un trou de souris, prêt à bondir dès que la bestiole se montrera. Alors, que croyez-vous? Demanda-t-il. Je n'en sais rien. Mais si, vous le savez même parfaitement. Je puis peut-être vous aider. Dites-moi si je me trompe, docteur Leitner. Ne soupçonniez-vous pas votre femme d'avoir écrit elle-même ces lettres? À quoi bon répondre? Poirot avait deviné que trop juste. Levant la main comme pour implorer pitié, le docteur Leitner avouait sa détresse. Je poussai un soupir. Ainsi ma supposition était la bonne. Je me souvins d'un ton bizarre dont le docteur Leitner m'avait demandé ce que je pensais de toute cette histoire. Je hochai pensivement la tête et soudain je me rendis à l'évidence. L'œil de M. Poirot se braquait sur moi. Vous aussi, nurse, vous l'avez cru également. Oui, répondis-je en toute franchise. Cette idée m'était venue. Pour quelle raison? Je lui fis ressortir la similitude entre l'écriture des lettres anonymes et celle de l'enveloppe que m'avait montrée M. Coleman. Poirot se tourna vers le docteur Leitner. Ainsi vous aviez remarqué une ressemblance entre les écritures. Le docteur baissa la tête. Oui, je l'avoue. L'écriture paraissait plus petite et plus serrée que celle de Louise, d'ordinaire grande et espacée, mais plusieurs signes étaient formés de la même manière. Je vais vous le montrer. D'une poche intérieure de son veston, il tira quelques lettres, et en choisit une qu'il tendit à Poirot. C'était une lettre que lui avait écrite sa femme. Poirot la compara soigneusement avec les lettres anonymes. En effet, murmura-t-il, dans les deux cas, les S et les E se ressemblent. Je ne suis pas un expert en graphologie,
et je n'oserais me prononcer à coup sûr. Du reste, je n'ai jamais vu deux graphologues s'accorder sur un point quelconque. Mais en attendant, je puis affirmer que l'analogie entre les deux écritures reste frappante. Il est probable que toutes ont été écrites par la même personne. Cependant, rien n'est certain, et ne nous hâtons pas de conclure sans preuve. Se renversant sur le dossier de sa chaise, il ajouta d'un air pensif. Trois hypothèses s'offrent à nous. Premièrement, la similitude des écritures n'est qu'une coïncidence. Deuxièmement, ces lettres ont été écrites par madame Leitner pour quelque raison inconnue de nous. Ou bien, troisièmement, par une autre personne qui, intentionnellement, a imité l'écriture de madame Leitner. Dans quel dessein, je ne le discerne pas. En tout cas, l'une de ces trois suppositions doit être la bonne. Il réfléchit un instant, puis se tournant vers le docteur Leitner, il lui demanda de son air toujours préoccupé. « Lorsque vous avez suspecté madame Leitner d'être l'auteur de ces lettres, qu'avez-vous pensé ?» Le docteur hocha la tête. « J'ai chassé de mon esprit cette monstrueuse idée. Y avez-vous cherché une explication ?» Je me suis demandé si le souvenir lancinant du passé avait affaibli le cerveau de ma femme. J'ai supposé qu'elle pouvait avoir écrit ces lettres sans en avoir conscience. Hypothèse encore possible, n'est-ce pas? Demanda-t-il en s'adressant au docteur Reilly. Celui-ci fit une moue et répondit vaguement. On peut s'attendre à tout du cerveau humain. Puis il lança un coup d'œil entendu à Poirot, qui, pour obéir à son injonction, poursuivit. Ces lettres ne manquent pas d'intérêt, déclara-t-il. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Selon moi, trois solutions se présentent. Trois? Oui. Première solution, la plus simple. Le premier mari de votre femme est encore vivant. Il lui adresse ses menaces, puis il les met à exécution. Si nous acceptons cette version, notre tâche consiste à découvrir comment il a pu entrer et sortir sans être vu. Deuxième solution, madame Leitner, pour des raisons personnelles, raisons sans doute plus faciles à comprendre pour un praticien que pour un profane, s'écrit à elle-même des lettres de menace. Cette asphyxie par le gaz serait échafaudée par elle. Si vous vous souvenez, c'est elle qui vous a réveillé. C'est elle qui vous a réveillé en attirant votre attention sur l'odeur du gaz. Cependant, si madame Leitner s'écrivait ces lettres, elle ne courait aucun danger de la part de l'auteur présumé de cette correspondance. Il convient donc de chercher ailleurs l'assassin, à savoir parmi les membres de votre expédition. Oui, telle est la seule conclusion logique, proféra-t-il devant les protestations du docteur Leitner. L'un d'eux l'a tué par vengeance personnelle. Cette personne devait être au courant des lettres, ou du moins savait que madame Leitner craignait ou prétendait craindre quelqu'un. Ce fait, dans l'esprit du meurtrier, lui permettait d'agir impunément. D'avance, il était sûr qu'on accuserait le mystérieux auteur des lettres de menace. Une variante de cette dernière solution consisterait à admettre que le meurtrier connaissait le passé de madame Leitner, aurait lui-même écrit les lettres, mais en ce dernier cas, pourquoi le criminel aurait-il imité l'écriture de madame Leitner, puisqu'il égarait les soupçons en laissant supposer que ces lettres venaient du dehors? La troisième hypothèse est, à mon avis, la plus intéressante. J'inclinerai à croire que ces lettres de menace proviennent du premier mari de madame Leitner, ou de son jeune frère, qui doit définitivement faire partie de l'expédition. Chapitre 16. Les suspects. Le docteur Leitner se leva d'un bond. Impossible, absolument impossible. Cette idée est absurde. Monsieur Poirot le considéra d'un air calme, mais sans mot dire. Vous prétendez que le premier mari de ma femme serait un des membres de l'expédition et qu'elle ne l'aurait pas identifié? Parfaitement. Prenez la peine de réfléchir. Voilà une vingtaine d'années, votre femme a vécu seulement quelques mois avec cet homme. L'eût-elle reconnu si elle l'avait rencontré au bout de ce laps de temps? J'en doute. Sa physionomie et son visage se sont transformés. Sa voix n'a peut-être pas beaucoup changé, mais il la surveille. Et remarquez bien ceci, elle ne cherche pas. Elle pense à lui comme à quelqu'un du dehors, un étranger.
Une autre éventualité se présente. Le jeune frère, l'enfant entièrement dévoué à la mémoire de son aîné. Maintenant, c'est un homme. Aurait-elle discerné dans un homme l'ancien gamin de 12 ans? Ne perdons pas de vue le jeune William Bosner. À ses yeux, son frère n'est pas mort en traître, mais en patriote, en martyr pour son pays, l'Allemagne. Pour lui, Madame Leitner représente le monstre qui a conduit son frère bien-aimé au poteau, un enfant sensible et capable d'une profonde adoration pour un héros, et cette obsession de sa jeunesse persiste dans l'âge mûr. Parfaitement exact, confirma le docteur Reilly. La croyance populaire selon laquelle les enfants oublient facilement est fausse. Bien des êtres traversent l'existence envoûtés par une idée qui leur a été inculquée dans leurs tendres années. Bien, vous avez donc d'une part Frédéric Bosner, actuellement âgé d'environ 50 ans, et d'autre part William Bosner, frisant la trentaine. Si vous le voulez bien, examinons chacun des membres de votre personnel. C'est fantastique, murmura le docteur Leitner. Mon personnel? Les membres de ma propre expédition? Et que, par conséquent, vous jugez au-dessus de tout soupçon, dit sèchement Poirot. Une considération à retenir. Commençons. Qui, sans aucun doute, ne saurait être Frédéric ou William? Les femmes? Parbleu! Rayons donc de la liste Miss Johnson et Madame Mercado. Qui encore? Carré, lui et moi avons travaillé ensemble bien des années avant ma rencontre avec Louise. En outre, l'âge ne concorde pas. Il a, ce qui me semble, 38 ou 39 ans, trop jeune pour Frédéric et trop âgé pour William. Et le reste, le père Lavigny et monsieur Mercado? L'un ou l'autre pourrait être Frédéric Bosner. Voyons, cher monsieur, s'écria le docteur Leitner, d'un ton moitié irrité et moitié amusé. Le père Lavigny est universellement connu en tant qu'épigraphiste, et monsieur Mercado a travaillé de longues années dans un grand musée de New York. Ni l'un ni l'autre ne saurait être l'homme que vous supposez. Impossible. Poirot agita une main légère. Impossible, impossible. C'est toujours l'impossible que j'examine de plus près. Mais passons. Qu'avez-vous encore? Karl Reiter, un jeune homme au nom allemand, et David Emott. N'oubliez pas qu'il a déjà passé 2 saisons en ma compagnie. Le jeune Reiter est doué d'une patience à toute épreuve. S'il commettait un crime, il prendrait son temps et toutes précautions utiles. Le docteur Leitner eut un geste de désespoir. Enfin, William Coleman, poursuivit Poirot. Il est anglais. Pourquoi pas? Madame Leitner n'a-t-elle pas dit que le jeune Bosner quitta l'Amérique et qu'on perdit sa trace? Pourquoi n'aurait-il pas été élevé en Angleterre? Vous avez réponse à tout, observa le docteur Leitner. Quant à moi, je réfléchissais de mon mieux. Dès le début, M. Coleman avait évoqué en mon esprit un héros d'un roman de Wodehouse. Pourrait-il jouer longtemps cette comédie? Procédons avec ordre et méthode, dit-il. D'un côté, nous avons 2 noms, le père Lavigny et M. Mercado. De l'autre, 3, Coleman, Emott et Reiter. Maintenant, considérons un autre aspect de la question, les moyens et l'occasion. Qui, parmi les membres de l'expédition, avait les moyens et l'occasion de commettre le meurtre? Carré se trouvait aux fouilles. Coleman à Assagna. Vous étiez sur le toit. Il nous reste le père Lavigny, M. Mercado, Madame Mercado, David Emott, Karl Reiter, Miss Johnson et Miss Letahan. « Oh !» m'écriai-je en bondissant de ma chaise. M. Poirot me considéra de ses petits yeux clignotants. « Eh oui, ma sœur, excusez-moi, mais je dois vous comprendre dans ma liste. Il vous était très facile de vous introduire chez Madame Leitner et de la tuer alors que la cour était déserte. Vous ne manquez ni de muscles, ni de force, et la malheureuse ne se fut pas méfiée avant que vous frappiez le coup. » J'étais bouleversé, au point de ne pouvoir articuler un mot. Le docteur Reilly en profita pour s'amuser à mes dépens. « Crime sensationnel, une infirmière tuait ses malades l'un après l'autre, » murmura-t-il. Quel coup d'œil je lui décochai. L'esprit du docteur Leitner suivait une autre voie. « Monsieur Poirot,
Vous ne sauriez suspecter Emmott, souvenez-vous, qu'il se trouvait sur le toit avec moi durant ces 10 minutes. Impossible cependant de l'exclure. En descendant, il a pu se rendre chez madame Leitner, la tuer, et ensuite rappeler le boy, ou bien il a profité d'une des occasions où il vous a envoyé le gamin. Le docteur Leitner soupira. Quel cauchemar, quel affreux mystère. À mon étonnement, Poirot partagea son point de vue. Vous pouvez le dire, il existe rarement de crimes aussi mystérieux. Habituellement, le meurtre est sordide et plutôt simple. Mais nous nous trouvons en face d'une affaire compliquée, docteur Leitner. Votre femme devait sortir de l'ordinaire. Il avait si bien asséné son cou au bon endroit que je sursautai. N'est-ce point la vérité, ma sœur? Le docteur Leitner me dit d'une voix calme. Mademoiselle, expliquez-lui comment était Louise. Il ne pourra du moins vous accuser de partialité. Je m'exprimai donc en toute sincérité. Elle était si belle qu'on ne pouvait s'empêcher de l'admirer et de chercher à lui plaire. Jamais je n'avais rencontré une femme pareille. Merci, dit le docteur en souriant. Voilà un témoignage qui, dans la bouche d'une nouvelle venue, prend de la valeur, énonça poliment M. Poirot. Continuons notre enquête. Sous le titre de Moyens et occasions, nous retenons 6 noms. Miss Dederhan, Miss Johnson, Madame Mercado, M. Reiter, M. Emmott et le père Lavini. Une fois de plus, il s'éclaircit la gorge. Vraiment, ces étrangers ont de drôles d'habitudes. Pour le moment, admettons l'exactitude de notre troisième hypothèse. Le meurtrier est Frédéric ou William Bosner et fait partie de l'expédition. En comparant nos 2 listes, nous pouvons réduire le nombre de suspects à 4. Le père Lavini, M. Mercado, Karl Reiter et David Emmott. Le père Lavini est hors de cause, intervint le docteur Leitner, avec décision. Il appartient à la campagne des pères blancs de Carthage. Et sa barbe est authentique, ajoutai-je. Ma sœur, un assassin de première force ne porte jamais de barbe postiche. Comment savez-vous que l'assassin est de première force? Demandai-je d'un ton de protestation. Parce que dans le cas contraire, la vérité me sauterait déjà aux yeux, alors que je n'y vois goutte. Cet homme est plein de vanité, pensai-je à part moi. Quoi qu'il en soit, répliquai-je, revenons sur la barbe. Il a fallu un certain temps pour la faire pousser. Votre observation est très judicieuse, dit Poirot. Le docteur Leitner s'irritait de plus en plus. Mais c'est ridicule, le père Lavini et M. Mercado sont des hommes très connus depuis longtemps. Poirot le regarda. Vous manquez de discernement. Un point important vous échappe. Si Frédéric Bosner n'est pas mort, qu'a-t-il fait durant toutes ces années? Il a pris un nom d'emprunt et s'est taillé une place dans l'existence. En tant que père blanc? Demanda le docteur Reilly d'un ton sceptique. Cela paraît en effet quelque peu fantastique, avoua Poirot. Seul le tribunal peut trancher cette question. Voyons les autres suspects. Les jeunes, dit Reilly. Si vous voulez mon opinion, un seul remplit les conditions. Lequel? Le jeune Karl Reiter. Nous n'avons rien de précis contre lui, mais en y regardant de près, il a l'âge voulu, un nom allemand. Il est nouveau dans le personnel, et il pouvait profiter de l'occasion pour quitter son atelier de photographie, traverser la cour, accomplir sa vilaine besogne et déguerpir à toutes jambes, tandis que la cour était encore déserte. Si quelqu'un s'était introduit dans l'atelier de photographie, durant son absence, il aurait juré, ses grands dieux, qu'il se trouvait dans la chambre noire. Je ne le désignais pas comme coupable, mais de toute cette liste, Reiter semblerait le plus suspect. M. Poirot ne partageait pas cet avis. Il hocha la tête d'un air grave, mais non convaincu. Vos déductions sont plausibles, mais l'affaire est plus compliquée que vous ne le supposez. Restons-en là pour le moment. Si vous le permettez, j'aimerais jeter un coup d'œil dans la chambre du crime. Certainement. Le docteur Leitner fouilla ses poches et leva les yeux vers le docteur Reilly en disant « Le capitaine Maitland l'a prise. Il me l'a confiée avant son départ pour une affaire pressante. Il produisit la clé. » Le docteur Leitner prononça d'une voix hésitante. « Si vous n'y voyez aucun inconvénient, je préfère ne point... »
Peut-être, mademoiselle. Bien sûr, répondit Poirot. Je comprends votre sentiment, et je ne veux vous causer aucune peine inutile. Ma sœur, auriez-vous l'obligeance de m'accompagner? Volontiers, répondis-je. Chapitre 17. Une tache près de la table de toilette. Aux fins d'autopsie, on avait transporté à Hassania le cadavre de madame Leitner, mais la chambre était demeurée absolument intacte. Elle était si peu meublée que la perquisition des policiers s'effectua très rapidement. À droite, en entrant, on voyait le lit. En face de la porte, 2 fenêtres munies de barreaux de fer, donnant sur la campagne. Entre elles, une table de chêne à 2 tiroirs, tenait lieu de coiffeuse à madame Leitner. Contre le mur, situé à l'est, s'appuyait une commode de bois blanc, et une rangée de patères recevait les vêtements protégés par des sacs de coton. Immédiatement à gauche de la porte se trouvait la table de toilette, et au milieu de la pièce, une table de chêne d'assez grande dimension, sur quoi étaient posés un encrier, un buvard et une petite serviette de cuir, dans laquelle madame Leitner conservait ses lettres anonymes. De petits rideaux blancs rayés de bandes oranges garnissaient les fenêtres. 4 peaux de chèvre étaient posées sur le dallage, 3 brunes, assez étroites, devant les fenêtres et la table de toilette. Une blanche, plus grande, et de meilleure qualité, rayée de brun, entre le lit et la grande table. La chambre ne comportait ni armoire, ni retrait, ni tenture, aucun coin permettant de se cacher. Le lit de fer, très simple, était recouvert d'une contrepointe en cretonne. 3 oreillers, du plus léger duvet, constituaient le seul luxe de cette pièce. Personne autre que madame Leitner ne possédait d'oreiller semblable. En quelques mots brefs, le docteur Reilly expliqua dans quelle position on avait découvert le cadavre de madame Leitner, affaissé sur la peau de chèvre près du lit. Pour illustrer ses paroles, il me fit signe d'approcher. « Je vous en prie, mademoiselle. » Je ne manque pas de sang-froid. Me laissant choir sur le sol, j'essayai autant que possible de prendre l'attitude dans laquelle on avait trouvé le cadavre. En arrivant devant cette macabre découverte, Leitner souleva la tête de sa femme, dit le médecin, mais après l'avoir interrogé de près, j'ai conclu qu'il n'a pas déplacé le corps. Jusqu'ici, tout me paraît assez régulier, prononça Poirot. Madame Leitner est étendue sur le lit, en train de dormir ou de se reposer. On ouvre la porte, elle regarde et se lève. Et l'assassin la frappe, acheva le médecin. Elle s'évanouit immédiatement et la mort s'ensuit aussitôt. Vous comprenez? Il expliqua l'effet de la blessure en langage technique. Ainsi, pas de sang répandu, demanda Poirot. Non, le sang s'épancha intérieurement dans le cerveau. Voilà des explications plausibles, sauf sur un point. Si l'homme était inconnu de madame Leitner, pourquoi n'a-t-elle pas appelé au secours? Si elle avait crié, quelqu'un l'aurait entendu, notamment Miss Lederhan, Emmott et le boy. La réponse est facile, observa d'un ton sec le docteur Reilly. L'assassin n'était pas étranger à la maison. Poirot approuva de la tête. Oui, dit-il pensivement. Peut-être a-t-elle été surprise à la vue de son visiteur, mais non effrayée. Au moment où il assénait le coup, elle peut avoir poussé un petit cri, mais trop tard. Le cri perçu par Miss Johnson? Oui, si réellement elle l'a entendu, mais j'en doute. Ces murs en terre sont épais, et les fenêtres étaient fermées. Il alla vers le lit. Quand vous l'avez quittée, était-elle allongée sur le lit? Me demanda-t-il. Je lui expliquai ce que j'avais fait. Avait-elle l'intention de dormir ou de lire? Je lui ai remis 2 livres, un roman et un volume de mémoire. D'habitude, elle lisait pendant un certain temps et finissait par s'endormir. Était-elle, comment dirais-je, dans son état normal? Je réfléchis un instant. Oui, elle avait l'air tout à fait normale et gaie, un peu fantasque peut-être, mais j'attribuais cette humeur au fait que la veille, elle me fit des confidences et se sentait un peu gênée envers moi. Les yeux de Poirot clignotèrent. Ah oui, je comprends très bien ce sentiment. Il regarda autour de la chambre. Quand vous êtes entré ici après le meurtre, tout était-il dans le même ordre qu'auparavant? Mes yeux firent le tour de la pièce. Il me semble que oui. Rien ne révélait la nature de l'arme qui a servi pour frapper? Non. Poirot se tourna vers le docteur Reilly. À votre avis, de quelle arme s'est-on servi?
Le médecin s'empressa de répondre. Un objet contondant très lourd et assez volumineux, la base arrondie d'une statue par exemple. Attention, je ne prétends pas que ce soit cela, mais quelque chose dans ce genre. Le coup a été donné avec force. Asséné par un bras vigoureux, le bras d'un homme. Oui, à moins que... Le docteur Reilly prononça lentement. Il est encore possible que madame Leitner se trouvât agenouillée, auquel cas, le coup étant frappé d'en haut avec un instrument lourd, la force nécessaire pouvait être moindre. À genoux, murmura Poirot. Ça, c'est une idée. Prenez garde, rien qu'une idée, s'empressa de souligner le médecin. Absolument rien ne l'indique. Mais c'est dans le domaine du possible. Oui, et après tout, vu les circonstances, je ne vois là rien d'extraordinaire. La peur a pu la jeter aux pieds de son bourreau pour demander grâce, au lieu de crier, alors que l'instinct l'avertissait qu'il était trop tard pour appeler au secours, et que personne ne serait arrivé à temps. Oui, dit Poirot pensivement, c'est une idée. Une piètre idée, pensai-je, à part moi. Je m'imaginais mal madame Leitner agenouillée devant qui que ce fût. Poirot fit lentement le tour de la chambre. Il ouvrit les fenêtres, éprouva la solidité des barreaux, passa la tête au travers et constata qu'en aucune façon il ne pouvait y introduire les épaules. Les fenêtres étaient fermées lorsque vous l'avez trouvée, dit-il. L'étaient-elles également quand vous avez quitté madame Leitner à 1h moins le quart? Oui, elles demeuraient toujours fermées l'après-midi. Il n'y a pas de gaz devant ces fenêtres comme dans la salle commune et dans la salle à manger. On les tient closes pour empêcher les mouches d'entrer. Et personne ne pouvait pénétrer par là, observa Poirot. Quant aux murs, ils sont construits de terre séchée, solide, comme de la brique. Il n'existe ni trappe ni verrière. Non, on n'accède à cette chambre que par la porte. Et pour y arriver, on doit passer par la cour. Celle-ci ne comporte qu'une seule entrée, la porte voûtée. Devant cette porte voûtée se trouvaient 5 hommes qui tous racontent la même histoire, et je ne crois pas qu'ils mentent. Non, ils ne mentent pas. Nul ne les paie pour mentir. Le meurtrier était ici. Je ne dis rien. N'avais-je pas eu la même impression lorsque tout à l'heure nous étions réunis autour de la table? Lentement, Poirot marcha dans la chambre. Il prit une photographie posée sur la commode. Elle représentait un vieux monsieur avec un bouc blanc. Il m'interrogea du regard. Le père de madame Leitner, dis-je. Je le tiens d'elle-même. Il la remit à sa place et jeta un coup d'œil sur les articles de la table de toilette. Tous en écaille, simple mais élégant. Son regard s'attarda ensuite sur une étagère garnie de livres. Il énonça les titres à haute voix. Qui étaient les Grecs? Introduction à la relativité. La vie de Lady Esther Stanhope. Le train de Crewe. Le retour à Mathusalem. Linda Condon. Vont-ils nous fournir quelque indication? Ce n'était pas une femme ignorante, votre madame Leitner, mais une femme très cultivée. Oh, elle était très intelligente, appuyai-je. Elle lisait énormément, et elle se tenait au courant de tout. Madame Leitner sortait en effet de l'ordinaire. Il sourit en me regardant. Oui, je l'ai tout de suite deviné, continuant son inspection. Il s'arrêta quelques instants devant la table de toilette, où était disposé un arsenal de flacons et de crèmes de beauté. Soudain, il s'agenouilla et examina la peau de chèvre. Le docteur Reilly et moi le rejoignîmes vivement. Il regardait une petite tache foncée, presque invisible, sur le poil brun. Le fait est qu'on la remarquait seulement à l'endroit où elle débordait sur une des bandes blanches. « Qu'en pensez-vous, docteur? Est-ce du sang ?» demanda-t-il. À son tour, le docteur Reilly se mit à genoux. « Peut-être. Je vais m'en assurer si vous le désirez. Je vous en serai reconnaissant. » Monsieur Poirot examina le pot à eau et la cuvette. Le pot à eau était placé sur le côté de la table de toilette. La cuvette vide, mais auprès de la table, un ancien bidon à essence contenait de l'eau usagée. Il se tourna vers moi. « Mademoiselle, vous souvenez-vous si ce pot à eau était hors de la cuvette lorsque vous avez quitté madame Leitner à 1h moins le quart? » Je ne saurais l'affirmer, dis-je au bout d'un moment. Je crois plutôt qu'il était dans la cuvette. Ah! Comprenez-vous, ajoutai-je aussitôt,
Je le vois ainsi parce qu'il s'y trouvait d'habitude. Les boys remettent bien tout en ordre. J'ai l'impression que si je n'avais pas vu le pot à sa place, je l'y aurais mis moi-même. Il approuva d'un signe de tête. Oui, je comprends. Ce goût de l'ordre vient de votre stage dans les hôpitaux. Dès qu'un objet n'est pas à sa place, dans une chambre, inconsciemment vous le rangez. Et après le crime, tout était-il dans l'état actuel? Je ne me suis pas attardé à ces petits détails, je m'inquiétais plutôt de savoir si l'assassin était caché quelque part, ou s'il avait oublié un objet quelconque après lui. C'est bel et bien du sang, déclara Dr. Reilly, en se relevant. Y attachez-vous de l'importance? Perplexe, Poirot plissait le front. Il secoua les mains avec vivacité. Je ne puis rien dire, comment le saurais-je? Cette tâche peut ne rien signifier du tout. Il me serait permis d'en déduire que le meurtrier, ayant du sang sur les mains, est allé se les laver. Les choses ont pu se passer ainsi. Mais ne nous hâtons pas de conclure. La blessure n'a dû saigner que très peu, observa le docteur Reilly. Le sang n'a pas jailli. Tout au plus aurait-il suinté, naturellement, si l'assassin a touché la plaie. Je frémis. Une vision affreuse se présenta à ma pensée. Un individu, le jeune photographe à la jolie figure rose, frappait mortellement une belle femme, puis, penché sur elle, les traits soudains cruels, enfonçait le doigt dans la blessure à la façon d'un sadique. Le docteur Reilly remarqua mon tremblement. « Qu'avez-vous, nurse ?»« Rien, seulement la chair de poule, répondis-je. Se retournant, M. Poirot m'observa. « Je vois ce qu'il vous faut, ma sœur. Tout à l'heure, notre perquisition terminée, je retournerai à Hassania en compagnie du docteur, et je vous emmènerai avec nous. Voulez-vous offrir le thé à Miss Lederhan, docteur? J'en serais ravi. » M. Poirot me donna une tape amicale sur l'épaule, une petite tape à l'anglaise, qui n'avait rien d'étranger. « Ma sœur, faites ce que je vous dis. De plus, vous me rendez un grand service. J'aimerais discuter avec vous certains sujets que je ne puis aborder ici par respect des convenances. L'excellent M. Leitner adorait sa femme, et il est persuadé... Oh, il n'oserait en douter, que chacun ici éprouvait les mêmes sentiments que lui envers elle. Selon moi, ce ne serait pas naturel. Non, il faut que nous parlions de Mme Leitner. Voyons, comment dire, sans prendre de gants. Ainsi, voilà une question réglée. Dès que nous aurons rempli notre tâche ici, nous vous emmènerons avec nous à Hassania. Peu importe comment, il faut que je quitte ma place. Ma situation ici est plutôt gênante. N'en faites rien pendant 1 ou 2 jours, me conseilla le docteur Reilly. Vous ne sauriez décemment partir avant les obsèques. Très bien. Et si j'allais être assassiné à mon tour, dis-je en plaisantant à demi. Le docteur Reilly le prit de la même façon, et je m'attendais à une répartie spirituelle de sa part. Mais à ma grande surprise, M. Poirot s'immobilisa soudain au milieu de la pièce, et se frappa le front de la paume de sa main. « Ah, c'est possible, murmura-t-il. Il y a du danger, oui, un grand danger. Mais qu'y faire? Comment l'éviter? Voyons, monsieur Poirot, je ne parlais pas sérieusement. Qui songerait à me tuer? Je vous le demande un peu. Vous ou une autre, dit-il. Et le ton de ses paroles me fit courir un frisson de peur dans le dos. Pourquoi? Insistai-je. Il me regarda droit dans les yeux. À mon tour de rire, mademoiselle. Mais n'oubliez pas que tout, dans l'existence, n'est pas sujet de plaisanterie. Ma profession m'a appris bien des vérités, dont la redoutable est celle-ci. L'assassinat devient une habitude. Chapitre 18. Le thé chez le docteur Reilly. Avant notre départ, Poirot fit une ronde autour de la maison d'habitation et des dépendances. Il posa aussi quelques questions aux serviteurs. Par le truchement du docteur Reilly, qui, à mesure, traduisait les questions d'anglais en arabe et vice-versa. Cet interrogatoire portait principalement sur l'aspect extérieur de l'étranger, que Mme Leitner et moi avions surpris regardant par la fenêtre, et avec qui, dès le lendemain, le père Lavigny s'était entretenu. Croyez-vous vraiment que cet individu soit mêlé à l'affaire? S'enquit le docteur Reilly, alors que nous roulions tout cahotés dans sa voiture sur la mauvaise route d'Hassania. J'aime apprendre tous les renseignements possibles, fut la réponse de Poirot.
Ce trait illustre admirablement la façon de procéder du petit détective belge. Par la suite, je découvris qu'à ses yeux, aucun détail ne demeurait insignifiant. Il relevait le moindre potin. D'ordinaire, les hommes dédaignent les commérages. Je fus heureuse, je l'avoue, de boire une tasse de thé en arrivant chez le docteur Reilly. Monsieur Poirot mit 5 morceaux de sucre dans la sienne, et, remuant son thé avec soin, il dit « À présent, nous pouvons parler librement, n'est-ce pas, et chercher qui, vraisemblablement, a tué madame Leitner. »« Lavini, Mercado et Monturater ?» demanda le docteur Reilly. « Non, non, cette liste a été dressée suivant l'hypothèse 3. Étudions plutôt l'hypothèse 2, laissant dans l'ombre le mari mystérieux ou beau-frère surgit du passé. Cherchons maintenant à loisir quel membre de l'expédition a pu avoir les moyens et l'occasion de supprimer madame Leitner, et qui est capable d'un tel acte. Cette idée ne semblait pas retenir votre attention tout à l'heure. Au contraire, mais je possède un tact naturel, dit M. Poirot, sur un ton de reproche. Pouvais-je, en présence du docteur Leitner, discuter les mobiles, ayant pu pousser un des membres de son expédition à tuer sa femme? C'eût manqué de délicatesse. Mieux valait lui laisser l'illusion que son épouse était adorable et que tous l'adoraient. Mais il va de soi, tel n'est pas le cas. Entre nous, rien ne nous empêche d'exprimer de façon brutale et objective le fond de notre pensée. Nous n'avons plus à tenir compte de l'opinion des gens. Le concours de Miss Littéran nous sera précieux. Elle a, je n'en doute pas, de remarquables dons d'observation. « Ah, je n'en suis nullement certaine, répliquai-je. Le docteur Reilly me tendit une assiette de brioche chaude que je trouvai excellente. « Pour vous donner du courage, me dit-il. Maintenant, arrivons au fait, déclara M. Poirot d'un ton aimable. Exposez-moi, ma sœur, les sentiments de chacun des membres de l'expédition envers madame Leitner. Mais je n'ai passé qu'une semaine avec eux, M. Poirot. Pour une personne de votre intelligence, cela suffit amplement. Une infirmière juge vite son monde. Elle se forme une opinion et agit en conséquence. Commençons, si vous voulez, par le père Lavini. Vous me placez dans un rude embarras. Lui et madame Leitner semblaient prendre plaisir à converser ensemble. Mais d'ordinaire, il s'exprimait en français, et mes connaissances en cette langue sont plutôt médiocres, bien que je l'ai apprise à l'école. Selon moi, il parlait surtout littérature. En d'autres termes, ils se plaisaient en la société l'un de l'autre, n'est-ce pas? Oui, si vous voulez. Mais la personnalité de madame Leitner intriguait le père Lavini, et celui-ci en éprouvait quelque ennui. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors je lui répétai la conversation que j'eus avec le moine lors de ma première visite aux fouilles. Ce jour-là, le père Lavini avait qualifié madame Leitner de femme dangereuse. Voilà qui est intéressant, observa M. Poirot. Et elle, quelle était son opinion sur le père Blanc? Comment aurais-je pu savoir ce que madame Leitner pensait des gens? Parfois, je m'imagine que le père Lavini l'intriguait également. Je me souviens avoir entendu madame Leitner dire à son mari que ce prêtre ne ressemblait à aucun de ceux qu'elle avait rencontrés jusque-là. « Vous vous montrez terrible pour ce malheureux moine, » dit le docteur Reilly d'un ton facétieux. « Mon cher ami, lui dit Poirot, vous avez peut-être quelques malades à visiter. Pour rien au monde, je ne voudrais vous déranger dans l'accomplissement des devoirs de votre profession. »« Les malades ne manquent pas. J'en ai plein à l'hôpital, » déclara le médecin, qui se leva et sortit en riant. « Voilà qui me plaît, dit Poirot. Nous allons maintenant converser en tête-à-tête, de façon plus intéressante et plus utile. Mais que cela ne vous empêche point de prendre votre thé. » Il me passa une assiette de sandwich et m'offrit une seconde tasse de thé. Il se montrait réellement agréable et plein d'attention. À présent, reprenons notre sujet et faites-moi part de vos impressions. À votre avis, qui parmi les membres de l'expédition n'aimait pas madame Leitner? Je vais formuler une opinion toute personnelle, et je ne voudrais pas qu'elle fût répétée comme venant de moi. Comptez sur ma discrétion. Eh bien, à mon sens, la petite madame Mercado détestait cordialement madame Leitner. Et monsieur Mercado? Madame Leitner lui avait un peu tourné la tête. À part son épouse, les femmes ne devaient faire aucun cas de lui. Et madame Leitner excellait tant à s'intéresser aux autres et à écouter leurs confidences. Le pauvre homme se sera sans doute forgé des idées. Et madame Mercado voyait cela d'un mauvais œil?
Elle en concevait de la jalousie, si vous voulez savoir la vérité. On ne se montre jamais trop circonspect lorsqu'on vit avec des gens mariés. Je pourrais vous en raconter de drôles là-dessus. Vous ne soupçonnez point ce qui se passe dans l'esprit d'une femme lorsque son mari est en jeu. Oh, mais je ne doute pas de ce que vous me dites. Ainsi, madame Mercado se montrait jalouse et exécrait madame Leitner. Je l'ai vue lui lancer des regards, comme si elle eût voulu la foudroyer. Oh mon Dieu, excusez-moi, monsieur Poirot, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pas une minute, je n'ai songé. Non, non, je comprends parfaitement. Ces paroles vous ont échappé et tombent à propos. Madame Leitner s'inquiétait-elle de cette animosité de madame Mercado? Je réfléchis avant de répondre. Elle ne semblait y attacher aucune importance. Au fait, je ne sais même pas si elle s'en était aperçue. Une fois, j'ai cru devoir l'en avertir. Encore que cette intervention m'ennuya beaucoup. Et puis je me suis dit qu'on regrettait souvent d'avoir parlé. Jamais de s'être tu. Vous faites preuve d'une grande sagesse. Pourriez-vous me citer quelques exemples où madame Mercado a trahi devant vous ses sentiments? Je lui répétai notre conversation sur la terrasse. Elle vous a donc parlé du premier mariage de madame Leitner. À ce moment-là, vous a-t-elle regardé comme pour se rendre compte si vous aviez entendu une version différente de la sienne? Croyez-vous qu'elle ait été au courant de la vérité? C'est encore possible. Elle a pu écrire ses lettres et inventer de toutes pièces cette histoire de main qui frappe et tout le reste. Moi-même j'y ai songé. Je la juge parfaitement capable d'une vengeance mesquine de ce genre. Oui, je la croirais volontiers cruelle, mais je doute qu'elle possède suffisamment de cran pour commettre un assassinat. À moins que... Après une pause, il ajouta. Je pense à cette curieuse réflexion qu'elle vous a faite. Je sais pourquoi vous êtes ici. Que voulait-elle insinuer par là? Je me le demande. Elle vous suspectait peut-être d'être venu pour une toute autre raison que celle que vous aviez déclarée. Laquelle? Et pourquoi se croyait-elle visée? Et pourquoi aussi cette insistance à vous dévisager pendant le thé, le jour de votre arrivée? Oh, vous savez, madame Mercado ne brille pas par ses manières, je m'empressai-je de répondre. Cela, ma sœur, est une excuse, non une explication. Je ne saisis pas très bien sa pensée, mais il poursuivit. Et les autres membres du personnel? Je réfléchis. Miss Johnson ne nourrissait pas non plus des sentiments très affectueux envers madame Leitner, mais elle ne s'en cachait point, et franchement admettait devant moi ses préventions contre la femme du docteur. Toute dévouée à monsieur Leitner, elle avait travaillé avec lui pendant des années, et vous comprenez, le mariage apporta bien des changements. Bien, dit Poirot. Et du point de vue de Miss Johnson, ce mariage ne valait rien. Le docteur eût bien mieux fait de l'épouser elle. Certes, je le crois, moi aussi. Mais un homme reste toujours un homme. Pas un sur 100 ne consulte sa raison au moment de choisir sa femme. Ma foi, on ne saurait en blâmer le docteur Leitner. La pauvre Miss Johnson est bien mal partagée quant aux attraits physiques, tandis que madame Leitner était réellement une belle femme. Pas toute jeune, mais, oh, si vous l'aviez connu, il émanait un charme de toute sa personne. M. Coleman l'a comparé un jour à une nymphe des forêts. Vous allez peut-être vous moquer de moi, mais je trouvais aussi à madame Leitner une allure éthérée. En somme, cette femme possédait le don de se faire aimer, je comprends, dit Poirot. D'autre part, M. Carré et elle ne faisaient guère bon ménage, repris-je. Je le trouvais jaloux à la façon de Miss Johnson. Il lui parlait toujours sèchement, mais madame Leitner lui répondait sur le même ton. Quand elle lui passait un plat, elle se montrait polie, mais elle appelait toujours monsieur Carré, d'un ton cérémonieux. Évidemment, c'était un vieil ami de son mari, et certaines femmes ne peuvent supporter que d'autres aient connu leurs époux avant elles-mêmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends. Et les 3 jeunes hommes, ne disiez-vous pas que Coleman devenait poète lorsqu'il parlait d'elle? Je ne pus réprimer mon envie de rire. C'était même très drôle. Un garçon si terre-à-terre. Et les 2 autres? Je ne connais guère M. Emmott, ce garçon si réservé et si calme. Madame Leitner le traitait avec beaucoup de gentillesse. Elle l'appelait familièrement David et le taquinait au sujet de Miss Reilly, et ainsi de suite. Ah, vraiment? Goûtait-il ces sortes de plaisanteries? Je n'en sais rien. Il se contentait de la regarder d'un air bizarre. Impossible de lire dans sa pensée. Et M. Reiter?
Avec lui, elle n'était pas du tout aimable. Je crois même qu'il lui donnait sur les nerfs. Chaque fois qu'elle s'adressait à lui, c'était pour lui décocher des sarcasmes. S'en offusquait-il? Il devenait tout rouge, le pauvre garçon. Pourtant, elle ne le faisait point par méchanceté. Puis, soudain, mon indulgence pour Reiter se dissipa, et j'eus la conviction que ce jeune homme, peut-être un assassin, jouait la comédie depuis le début. Oh, monsieur Poirot, m'exclamai-je, que s'est-il réellement passé à votre avis? Il hocha la tête d'un air pensif. Dites-moi franchement, cela ne vous ennuierait pas d'aller coucher là-bas ce soir? Oh non, je n'ai pas oublié vos paroles, mais qui songerait à me tuer? Personne, évidemment, répondit-il. C'est peut-être pour cette raison que je désirais entendre vos impressions sur chacun. À présent, je suis certain que vous n'avez rien à craindre. Si quelqu'un m'avait dit à Bagdad, je m'interrompis. Vous aviez déjà entendu quelques racontars sur les Leitner et les membres de l'expédition avant de venir ici? Demanda-t-il. Je lui appris le surnom donné à madame Leitner et lui touchai un mot sur les propos de madame Kelsey. À ce moment, la porte s'ouvrit et Miss Reilly entra. Elle venait de jouer au tennis et tenait encore sa raquette à la main. Je savais que Poirot lui avait déjà été présenté à son arrivée à Hassania. Elle me salua de son air le plus indifférent et prit un sandwich. « Eh bien, monsieur Poirot, dit-elle, où en êtes-vous de notre crime local? »« Pas très loin, mademoiselle. Je m'aperçois que vous avez sauvé Miss Lederan du naufrage. Mademoiselle vient de me fournir des informations précieuses sur les différentes personnes composant l'expédition. J'ai ainsi appris maints détails sur la victime, et la victime possède souvent la clé du mystère. Mes compliments pour votre grande perspicacité, monsieur Poirot. En tout cas, laissez-moi vous dire que si une femme méritait de finir assassinée, c'était bien madame Leitner. « Miss Reilly !» m'écriai-je scandalisé. Elle émit un petit rire mauvais. « Ah !» dit-elle. « Je me doutais bien qu'on ne vous avait pas révélé l'exacte vérité. Comme les autres, Miss Lederan s'est laissée prendre au piège. Je souhaite, monsieur Poirot, que le meurtrier de Louise Leitner vous échappe. J'éprouve une vive sympathie envers lui, car moi-même, je l'avoue, j'aurais supprimé cette femme sans le moindre remords. » Cette petite peste m'inspirait une véritable horreur. Monsieur Poirot l'écouta sans s'émouvoir. Il s'inclina et dit d'un ton aimable: « En tout cas, j'espère, mademoiselle, que vous avez bien préparé un alibi pour justifier votre emploi du temps hier après-midi. » Il y eut un moment de silence, et la raquette de Miss Reilly tomba sur le parquet. Elle ne se donna même pas la peine de la ramasser, et proféra d'une voix haletante: « Je jouais au tennis au club. Mais sérieusement, monsieur Poirot, je me demande si vous savez quel genre de femme était madame Leitner. » Il renouvela son petit salut et déclara: « Veuillez vous-même m'en informer, mademoiselle. » Elle hésita un instant, puis s'exprima avec une sécheresse et une méchanceté écœurantes. « Un préjugé stupide exige qu'on se taise devant la mort. La vérité reste toujours la vérité. Et tout bien pensé, mieux vaudrait ne pas médire les vivants, car on risque de leur nuire. Les morts sont au-dessus de ces contingences. N'empêche que les conséquences du mal commis par eux, de leur vivant, subsistent parfois après leur disparition. Miss Lederan vous a-t-elle fait part du malaise qui planait sur Tel Yamina? Vous a-t-elle dit à quel point tout le monde paraissait agité et soupçonneux? Tout cela par la faute de Louise Leitner. Il y a 3 ans, lorsque je n'étais encore qu'une fillette, il me plaisait de voir tous les membres de l'expédition si gais et si heureux. Même l'année dernière, tout marchait assez bien. Mais cette saison, un nuage pesait sur le groupe à cause d'elle. Elle appartenait à ce genre de femme qui ne souffre pas le bonheur autour d'elle. Elle éprouvait le besoin de semer la brouille, soit par plaisir ou par désir de dominer, ou peut-être simplement parce qu'elle était ainsi faite. De plus, elle accaparait tous les hommes autour d'elle. « Miss Reilly, m'écriai-je, vous vous trompez. Je proteste contre vos propos. » Elle reprit sans tenir compte de ma remarque. Non contente d'avoir un mari qui l'adorait, il fallait qu'elle tournât la tête à cet imbécile de Mercado. Ensuite, elle jeta son dévolu sur Bill. Un type raisonnable, Bill, mais elle est tout de même parvenue à l'éblouir. Quant à Karl Reiter, elle prenait un malin plaisir à le tourmenter. Elle avait beau jeu, ce garçon est timide,
et rougit comme une fille. Elle obtint moins de succès auprès de David. Celui-ci reconnaissait le charme de la femme, mais savait y résister. Il se rendait pleinement compte qu'elle était dépourvue de toute sentimentalité. Nullement en quête d'intrigue amoureuse, elle s'amusait avec le cœur des hommes et dressait les uns contre les autres. Elle s'y entendait à merveille. De sa vie, elle n'eut de dispute avec personne, mais que de querelles naissaient à cause d'elle. Il lui fallait des drames, à condition de ne pas y être mêlée. Tapie dans l'ombre, elle tirait les ficelles et riait des souffrances d'autrui. Vous saisissez, n'est-ce pas, monsieur Poirot? Peut-être plus que vous ne pensez, mademoiselle. Le petit vieux ne s'indignait pas, mais sa voix recelait quoi, je ne puis vous l'expliquer. Cependant, Sheila Reilly le comprit mieux que moi, car son visage s'empourpra aussitôt. Pensez-en ce que vous voudrez, dit-elle, mais je vous l'ai dépeinte telle qu'elle était en réalité. Cette femme intelligente s'ennuyait. Alors pour passer le temps, elle expérimentait sur des êtres humains, tout comme d'autres le font sur des produits chimiques. Elle se plaisait à exaspérer les sentiments de la pauvre Miss Johnson, qui, chaque fois, mordait à l'hameçon, mais savait se dominer. Elle excitait la petite Mercado et la mettait dans de terribles colères. Elle me blessait au vif, et j'avoue que j'y donnais prise à tout instant. Elle s'employait à connaître les torts de chacun, et les servait au moment opportun. Elle n'exerçait pas de chantage proprement dit. Elle se contentait de faire savoir aux gens ce qu'elle savait sur leur compte, et de les laisser dans le doute sur ses intentions. Ah, cette femme était vraiment artiste, et s'y prenait avec une rare délicatesse. Et son mari? Demanda Poirot. Elle le traitait avec beaucoup d'égard et de gentillesse, prononça lentement Miss Reilly. Elle paraissait beaucoup l'aimer, c'est un homme charmant, continuellement accaparé par ses travaux d'archéologie. Il adorait Louise, et la mettait sur un piédestal. Certaines femmes en eussent été ennuyées, pas elle. Quant à lui, il vivait dans une complète béatitude, et il s'estimait heureux parce que sa femme remplissait son idéal. D'autre part, il est bien difficile de concilier cette confiance avec... Continuez, je vous en prie, mademoiselle, insista Poirot. Elle se tourna soudain vers moi. Qu'avez-vous dit à monsieur Poirot au sujet de Richard Carré? Au sujet de monsieur Carré? Demandai-je étonné. Oui, à propos de madame Leitner et monsieur Carré. Ma foi, j'ai dit qu'ils ne s'entendaient guère. À ma surprise, elle éclata de rire. Ils ne s'entendaient guère. Quelle naïveté! Il était follement épris d'elle et il en souffrait beaucoup. Étant donné sa vieille amitié pour Leitner, cette seule raison suffisait pour qu'elle s'interposât entre ces deux hommes. Toutefois, j'imagine que... Eh bien? Absorbée dans ses pensées, elle fronça le sourcil. J'imagine que, pour une fois, poussant les choses trop loin, elle s'est laissée prendre à son propre piège. Carré est un homme séduisant, au possible. Elle agissait d'ordinaire à froid, mais avec lui, elle s'enflamma comme une torche. Ces accusations, mademoiselle, sont simplement scandaleuses, protestai-je. Que dites-vous là? Ils se parlaient à peine. Ah, vraiment? On voit que vous n'y connaissez rien. Dans la maison, c'était des Monsieur Carré par-ci, Madame Leitner par-là, mais ils se donnaient rendez-vous dehors. Elle descendait le sentier jusqu'au Tigre. Au même moment, il quittait le chantier et ne revenait qu'au bout d'une heure. D'habitude, la rencontre avait lieu parmi les arbres fruitiers. Un jour, je le vis prendre congé d'elle et revenir à grandes enjambées vers les fouilles, tandis qu'elle le regardait s'éloigner. Accusez-moi d'infamie si vous voulez, mais j'avais des jumelles dans mon sac, et je m'en suis servi pour observer l'expression de son visage. Croyez-moi, elle était entichée de Richard Carré. Elle s'interrompit et s'adressa à Poirot. Excusez-moi d'empiéter sur vos fonctions, monsieur Poirot, proféra-t-elle avec un rire forcé. Mais vous me saurez peut-être gré de vous avoir donné l'exacte couleur locale. D'un pas ferme, elle quitta la salle à manger. Monsieur Poirot, m'écriai-je, je ne crois pas un mot de tous ces racontards. Il me considéra avec un sourire et dit d'une voix bizarre. Vous ne nierez tout de même pas, ma sœur, que la version de Miss Reilly a jeté quelques lumières sur cette affaire. Chapitre 19. Un nouveau soupçon. Nous ne pûmes en dire davantage. À cet instant, le docteur Reilly entra.
Le médecin et le détective s'engagèrent dans une discussion d'ordre plus ou moins médical sur l'état psychologique et mental d'un auteur de lettres anonymes. Le docteur Reilly cita quelques cas rencontrés dans l'exercice de sa profession, et M. Poirot raconta plusieurs affaires de ce genre qu'il avait dû démêler. « C'est moins simple qu'on le croit habituellement, acheva-t-il. Le coupable agit par besoin de domination, ou encore sous l'influence d'un complexe d'infériorité. » Le docteur Reilly approuva. Voilà pourquoi l'auteur de lettres anonymes est souvent la personne que l'on soupçonne le moins. Par exemple, une petite fille inoffensive à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession, arborant toutes les apparences de la douceur et de la résignation chrétienne, mais consumée intérieurement d'une flamme infernale. Insinueriez-vous par là que Madame Leitner souffrait d'un complexe d'infériorité? Le docteur Reilly vida sa pipe en ricanant. C'était la dernière femme sur terre à qui j'eusse attribué cette faiblesse. Chez elle, aucune contrainte. De la vie, encore de la vie, et toujours de la vie. Voilà ce qu'elle cherchait et obtenait. Psychologiquement parlant, aurait-elle, selon vous, pu écrire ces lettres? Je le crois, mais si elle l'a fait, c'était dans le dessein de se poser en héroïne de tragédie. Dans le privé, Madame Leitner se considérait un peu comme une star de cinéma. Il lui fallait constamment se tenir au premier plan, sous le feu des projecteurs. Suivant la loi des contrastes, elle épousa le docteur Leitner, l'homme le plus tranquille et le plus modeste de ma connaissance. Il l'adorait, mais l'adoration, au coin du feu, ne suffisait point à sa femme. Elle voulait de surcroît jouer le rôle de l'héroïne persécutée. Autrement dit, prononça Poirot en souriant, vous rejetez l'hypothèse du mari selon laquelle la femme aurait écrit elle-même ses lettres dans un état de somnambulisme. Ah non, il m'était difficile de contredire un homme venant de perdre une épouse bien-aimée, et de lui jeter à la face que cette femme n'était qu'une vulgaire menteuse et qu'elle avait failli le faire devenir fou d'inquiétude pour satisfaire ses instincts de comédienne. Il serait en effet imprudent de révéler à un mari la vérité sur les agissements de sa femme. Le plus drôle, c'est que je n'hésiterai nullement à dénoncer les torts du mari devant une épouse. Une femme reconnaît volontiers qu'un homme est un propre à rien, un escroc, un opiomane, un coquin, et même un ignoble pourceau, sans que pour autant ces accusations diminuent d'un iota son affection envers le coupable. Les femmes sont des réalistes en diable. Franchement, docteur Reilly, quelle est votre opinion sur Madame Leitner? Le médecin se rejeta sur le dossier de sa chaise et, lentement, tira sur sa pipe. Franchement, votre question m'embarrasse. Je connaissais trop peu cette femme. Elle avait un charme incontestable, beaucoup d'intelligence et de compréhension. Quoi encore? Ni sensuelle, ni paresseuse, ni vaniteuse, elle n'était pas entachée de vices ordinaires à son sexe. Je l'ai toujours prise, sans aucune preuve du reste, pour une fieffée menteuse. Je me demande si elle mentait à elle-même ou aux autres. J'ai personnellement un faible pour les menteuses. Pour moi, une femme qui ne ment jamais est un être dépourvu d'imagination et de sensibilité. Je ne crois pas qu'elle courait après les hommes. Elle prenait plutôt plaisir à les réduire à sa merci. Si vous abordiez ce sujet devant ma fille... Nous avons déjà eu cet avantage, répondit Poirot en esquissant un sourire. S'exclama le docteur Reilly. Elle n'a pas perdu son temps. Elle n'a pas dû l'épargner, j'imagine. La jeune génération n'a aucun respect envers les morts. À cheval sur les principes, elle condamne sans appel la moralité de ses aînés et érige pour elle-même un code très élastique. Si Madame Leitner avait entretenu une douzaine d'intrigues, Sheila lui approuvait de vivre sa vie, ou d'obéir à sa nature. Mais ma fille ne voyait pas que Madame Leitner suivait en réalité son tempérament. Le chat obéit à son instinct quand il joue avec les souris. Il est ainsi fait. Les hommes ne sont pas des gamins qu'il faille protéger contre les ruses féminines. Tôt ou tard, ils rencontreront des femmes, certaines au caractère félin, d'autres fidèles comme des épagnols, d'autres encore perruches autoritaires et braillardes, qui ne leur accorderont pas une minute de répit. La vie est un champ de bataille, et non une partie de plaisir. J'aimerais avoir Sheila descendre de ses grands chevaux,
et admettre en toute franchise qu'elle haïssait madame Leitner pour des raisons toutes personnelles. Sheila, la seule jeune fille de l'endroit, se figure que tous les hommes doivent tomber à ses pieds. Elle est naturellement humiliée de constater qu'une femme d'âge mûr et comptant 2 maris à son actif se mette sur les rangs et la batte sur son propre terrain. Sheila est au demeurant une charmante fillette, débordante de santé, disons-le, assez jolie et séduisante, mais madame Leitner sortait de l'ordinaire. Elle possédait cette beauté fatale qui conquiert le cœur de tous les hommes, telle une belle dame sans merci. Je sursautai sur mon siège. Quelle coïncidence! Le jeune Coleman n'avait-il pas lui-même fait cette comparaison? Si je ne suis pas indiscret, votre fille éprouve peut-être quelque tendresse pour un de ces jeunes hommes de l'expédition. Oh, je ne pense pas. Elle a bien eu comme danseur le jeune Coleman et Emmott. Je ne saurais dire vers lequel vont ses préférences. Il y a aussi 2 aviateurs. Les prétendants ne manquent pas. Elle n'a que l'embarras du choix. Mais ce qui la rend furieuse, c'est de voir une femme à l'automne de la vie triompher de sa jeunesse. Elle n'a pas, certes, mon expérience des hommes. À mon âge, on apprécie à sa juste valeur un teint d'écolière, un regard clair et un jeune corps souple et robuste. Mais une femme, passée la trentaine, sait prêter une oreille complaisante aux propos de jeunes et placer, çà et là, un compliment les rehaussant dans leur propre estime. Comment résisterait-il à ces flatteries? Sheila est jolie, mais Louise Leitner était réellement une belle femme, aux yeux magnifiques et aux cheveux d'or. Oui, pensai-je en mon fort intérieur, cet homme a raison. La beauté est un bienfait des dieux. Madame Leitner dégageait un charme dont on ne pouvait être jaloux. On se contentait de l'admirer. Au premier abord, j'ai eu l'impression que, pour cette femme, j'aurais fait n'importe quoi. Toutefois, ce soir-là, comme le docteur Reilly me reconduisait en auto à Tel Yamina, il m'avait offert à dîner auparavant, 1 ou 2 détails gênants me revinrent à la mémoire. Je n'avais pas prêté créance au racontard injurieux de Sheila, les considérant comme inspirés par la haine et le dépit. À présent, je me rappelais que madame Leitner avait insisté pour sortir seule l'après-midi et refusait ma compagnie. Malgré moi, je me demandais si, après tout, elle n'était pas allée rejoindre M. Carré. La politesse exagérée dont ils usaient l'un envers l'autre à la maison me semblait pour le moins bizarre, étant donné que les autres membres de l'expédition s'appelaient par leur prénom. Il évitait toujours de la regarder en face, peut-être parce qu'il ne l'aimait pas, ou pour la raison contraire. J'essayais de bannir ces pensées de mon esprit. Voilà maintenant que je me mettais toutes sortes de choses en tête. Tout cela par suite d'une colère de gamine, preuve indiscutable des ravages qu'on peut provoquer en répétant de telles calomnies. Madame Leitner n'était pas du tout ce type de femme. Bien sûr, elle n'éprouvait aucune sympathie pour Sheila Reilly. Ce jour-là, au déjeuner, elle avait même lancé des pointes à Emmott au sujet de la jeune fille. Cette drôle de façon dont elle l'avait regardée, impossible de deviner le fond de sa pensée. Jamais d'ailleurs on ne savait ce qui passait par la tête de M. Emmott. Il était si calme, si aimable, un homme sur qui on pouvait compter. Quant à M. Coleman, un vrai hurluberlu. Nous arrivâmes à Tel Yamina, à 9 heures précises, et la porte cochère était fermée à clé pour la nuit. Ibrahim se précipita vers moi pour l'ouvrir à l'aide d'une énorme clé. À Tel Yamina, on se couchait de bonne heure. Aucune lumière dans la salle commune. Une lampe brûlait dans l'atelier des architectes et une autre dans le bureau du docteur Leitner. Mais presque toutes les autres fenêtres étaient plongées dans l'obscurité. Chacun ce soir-là avait dû se retirer encore plus tôt que de coutume. En passant devant la salle de dessin, pour me rendre à ma chambre, je jetai un coup d'œil à l'intérieur. M. Carré, en manche de chemise, travaillait, penché sur un plan d'importante dimension. Il me parut bien malade, las et souffrant. J'en ressentis une pénible impression. Impossible d'analyser M. Carré. On ne pouvait le juger d'après ses paroles, parce qu'il parlait très rarement, et de choses banales, et ses façons de faire demeuraient discrètes. Cependant cet homme s'imposait à votre attention, et jamais il ne vous laissait indifférent. Tournant la tête, il m'aperçut. Il tira sa pipe de sa bouche. « Eh bien, mademoiselle,
Vous voilà de retour d'Assagna? Oui, monsieur Carré. Vous travaillez tard ce soir, il me semble. Tout le monde est allé se coucher. J'ai cru devoir continuer ma besogne, légèrement en retard. Demain, nous retournons aux fouilles. Déjà? Demandai-je scandalisé. Il me regarda d'un air bizarre. C'est le mieux que nous ayons à faire. J'en ai touché un mot à Leidner. Demain, il passera la journée à Hassania pour accomplir certaines formalités. Nous autres, nous reprenons notre vie quotidienne. À quoi bon demeurer ici en train de se regarder? Raisonnement très judicieux, étant donné l'état de nervosité de chacun. Dans un sens, je vous approuve, lui dis-je. Le travail fait oublier bien des choses. L'enterrement, je le savais, devait avoir lieu le surlendemain. De nouveau, il s'était replongé dans son travail. Je ne saurais en expliquer la raison, mais mon cœur se serrait à la vue de cet homme. J'étais convaincu qu'il allait passer là une nuit blanche. Désireriez-vous prendre un somnifère, monsieur Carré? Lui demandai-je d'une voix hésitante. Il secoua la tête en souriant. Merci, mademoiselle, je peux très bien m'en passer. C'est là une mauvaise habitude. Eh bien, bonne nuit, monsieur Carré, si je puis vous rendre un service. Oh, pas la peine, mademoiselle. Merci, et bonne nuit. Je suis désolé, dis-je, peut-être un peu trop impulsivement. Désolé? Il me regarda avec surprise. Oui, désolé pour tout le monde ici. Cette mort tragique est si affreuse, surtout en ce qui vous concerne. Pour moi? Comment cela? Vous êtes un si vieil ami pour tous deux. Je suis un vieil ami de Leidner, mais madame Leidner et moi n'étions point particulièrement liés d'amitié. Le ton de ses paroles laissait entendre qu'il n'éprouvait envers elle aucune sympathie. Ah, si seulement Rayleigh avait pu l'entendre. Alors bonne nuit, répétai-je, et je courus à ma chambre. Avant de me déshabiller, je vaquai à diverses occupations. Je lavai quelques mouchoirs, une paire de gants, et écrivis mon journal. Au moment où je me décidai à me coucher, je jetai par la porte un coup d'œil dans la cour. Les lumières continuaient à brûler dans l'atelier des architectes et le pavillon sud. Le docteur Leidner devait encore travailler dans son bureau. J'hésitais à aller lui souhaiter bonne nuit, car je ne tenais point à paraître obséquieuse. Peut-être m'en voudra-t-il de le déranger. Une sorte de scrupule s'empara de moi. Après tout, quel mal y avait-il à m'inquiéter de sa santé et à lui offrir mes services pour le cas où il aurait besoin de moi? Je ne ferais qu'entrer et sortir. Le docteur Leidner n'était pas là. Dans le bureau éclairé, je trouvai seulement Miss Johnson, la tête penchée sur la table et pleurant à chaudes larmes. Ce spectacle me bouleversa. Miss Johnson était une personne si calme et si maîtresse d'elle-même que je ressentis pour elle une profonde pitié. « Que se passe-t-il donc, mademoiselle ?» lui demandai-je en lui posant la main sur l'épaule. « Allons, allons, je ne veux pas de ça. Il ne faut pas rester ici toute seule en train de pleurer. » Elle ne me répondit point, mais sanglota de plus belle. « Ne pleurez plus, suppliai-je. Reprenez courage, je vais vous préparer une bonne tasse de thé chaud. » Levant enfin la tête, elle me répondit. « Inutile, je vous remercie. Tout va bien à présent. Je me conduis comme une sotte. Qu'est-ce qui vous tourmente ainsi ?» Après un moment d'hésitation, elle me dit. « C'est trop affreux. » « Pensez à autre chose, lui conseillai-je. Il faut se résigner devant l'irréparable. À quoi bon vous mettre dans un pareil état? » Elle se redressa et arrangea sa chevelure. « Je sais que je me rends ridicule à vos yeux, prononça-t-elle de sa voix grave. Jugeant préférable de m'occuper utilement, je mettais un peu d'ordre dans ce bureau lorsque soudain j'ai été prise d'une crise de larmes. Oui, oui, je comprends. Allez vous coucher maintenant, et je vous apporterai au lit une bonne tasse de thé et une bouteille d'eau chaude. Elle dut s'exécuter, car je repoussai toute protestation. Merci, mademoiselle, me dit-elle lorsque, bien installée dans son lit et les pieds au chaud, elle buvait son thé. Vous êtes la bonté même, me dit-elle. Il est assez rare que je me laisse abattre ainsi. Oh, cela arrive à n'importe qui, en pareille circonstance. Vous avez éprouvé tant d'émotions et de fatigue. Ajoutez à cela la visite de la police, je vous assure que moi-même, je ne me sens pas dans mon état normal. Lentement et d'une voix étrange, elle reprit. Ce que vous disiez tout à l'heure me paraît très judicieux. Nous ne pouvons rien devant l'irréparable.
Elle se tut pendant quelques secondes et reprit d'un ton qui me rendit perplexe. Cette femme n'était pas bonne. Je m'abstins de discuter ce point avec elle. L'antipathie qui régnait entre les deux femmes ne m'avait jamais surprise. Miss Johnson se réjouissait peut-être, en son fort intérieur, du décès de Madame Leitner, et, se rendant compte de la bassesse de ce sentiment, avait-elle eu honte d'elle-même? Maintenant, faites-moi le plaisir de dormir et de ne plus songer à vos soucis. Je ramassai différents objets et mis un peu d'ordre dans la chambre. Posai ses bas sur le dossier de la chaise et pendis ses vêtements à un porte-manteau. Sur le parquet, j'aperçus une petite boule de papier froissée, qui avait dû tomber de sa poche. J'étais en train de la déplier, afin de voir s'il convenait de la jeter au panier, lorsqu'elle me fit sursauter. « Donnez-moi ça !» Je lui obéis et demeurai interloqué par son ton péremptoire. Elle m'arracha le papier des mains et le présenta à la flamme de la bougie pour le brûler. Désemparé, je la regardai faire. Son geste avait été si brutal que je n'eus pas le temps de lire le contenu de cette note. Mais sous l'effet de la flamme, la feuille se tordit de mon côté, et je pus voir quelques mots écrits à l'encre. Une fois au lit, je compris pourquoi cette écriture m'avait frappé. Elle ressemblait étonnamment à celle des lettres anonymes. Miss Johnson était-elle l'auteur de cette infamie?